Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, mes chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on continue sur notre cours. D'ailleurs, je suis désolée pour la dernière séance. Il y a eu un problème technique et apparemment, la, vous avez seulement eu l'audio et il n'y avait pas le défilement des diapositives. Mais c'est pas grave vu que vous avez déjà le support de cours. Donc, vous pouvez revenir à la dernière séance avec le cours que je vous ai envoyé et vous allez essayer de comprendre en écoutant et les informations et aussi en lisant les données sur les différents diapositives. Alors maintenant, on continue ce qu'on avait commencé donc la dernière séance. On était sur le chapitre sur la politique du produit. Alors, section 3, vous vous rappelez, on avait dit que ce chapitre, on va le scinder en 5 chapitres, 5 sections plutôt. On a parlé du concept produit, on a gagné de gamme et ligne. Maintenant on parle de, on a parlé le concept, voilà, 1, de la gamme du produit, 3, donc 3 c'est, voilà. On est toujours section 2, gamme et ligne. On a discuté ce que c'est que la gamme, ce que c'est que la ligne, qui est l'intérêt d'avoir une gamme. Alors, l'intérêt d'avoir une gamme, quand vous vous rappelez ce que j'avais dit la dernière fois, c'est essayer de toucher normalement un plus grand marché et aussi essayer essayer de compenser le fait d'avoir une gamme très riche, nous permet de toucher beaucoup plus de marchés, ce qui fait si jamais il y a un marché où il y a un problème, quelconque, ce qui fait les ventes diminuent, on peut compenser la diminution de chiffre d'affaires dans le marché X par l'augmentation de le marché Y. Donc, le fait d'avoir une gamme très riche nous permet de diversifier nos revenus et aussi nous permet de toucher des consommateurs différents. Alors maintenant, cette gamme et ligne de produits, lorsqu'on choisit le fait d'avoir une gamme très riche, donc beaucoup plus de lignes de produits, bien sûr, en tant qu'économiste, on doit chaque fois faire une évaluation pour voir est-ce que c'est intéressant, c'est peu intéressant, est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise de toujours rester sur le marché X, ou bien est-ce qu'elle n'a pas intérêt à aller voir d'autres marchés, ou bien à aller même normalement au sein d'une même gamme, aller toucher une autre ligne de produits. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent pour le gestionnaire. Et aussi, normalement, la réponse à ces questions, elle se fait sur la base essentiellement de l'évaluation de chaque décision. Alors, pour ce faire, on va nous intéresser à un certain nombre d'indicateurs. Premièrement, on va s'intéresser à la longueur, largeur et profondeur de la gamme. Alors, on va commencer par ce que c'est que la largeur d'une gamme. La largeur d'une gamme se mesure par le nombre de ses lignes de produits. Alors, prenons l'exemple. La dernière fois, moi, je prends toujours l'exemple de, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons Centrale laitière, ça va? Alors, Centrale laitière, elle produit une gamme très riche. On a les produits, le lait et ses dérivés, on a les yaourts, on a le beurre, on a les fromages, on a donc je viens de citer 4 lignes de produits. Donc, la largeur d'une gamme se mesure par le nombre de produits, le nombre de lignes. Plus le nombre de lignes est élevé, plus la largeur est importante. Bien sûr, moi, je demande toujours, lorsque on avait la possibilité de faire un cours avec la présence de nos étudiants, je posais des questions directes aux étudiants pour leur permettre de répondre à ces questions-là. Alors, on a la longueur, maintenant on passe à la profondeur. La profondeur d'une ligne, tout à l'heure c'était la longueur d'une gamme, maintenant c'est la profondeur d'une ligne. Elle dépend du nombre des produits qu'elle comporte. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la centrale laitière, j'ai dit que elle a plusieurs lignes. On a la ligne le lait, la ligne des yaourts, la ligne des beurres, etc. Si on prend la ligne par exemple, du lait, on a le lait écrémé, le lait semi-écrémé, etc. Donc là, au sein d'une même ligne, on essaie de calculer le nombre de produits que propose cette entreprise. Et là, cet indicateur nous permet véritablement de mieux mesurer la richesse d'une gamme. Alors, l'autre indicateur, c'est
la longueur. On a parlé de la profondeur, de la largeur. Maintenant, on parle de la longueur. Alors, la longueur d'une gamme, c'est le nombre total de tous les produits différents que l'entreprise met sur le marché. Ça veut dire qu'on prend une gamme, on voit quels sont le nombre de lignes qu'elle propose et quels sont le nombre de produits que comprend chaque ligne. Alors, on a pris l'exemple de Centrale laitière. On avait dit qu'elle produit les laits, le laitage, elle produit les yaourts, elle produit aussi le beurre. Alors, si on suppose, supposons que Centrale laitière, elle produit, donc on a 3 lignes, par exemple, seulement, les laitages, les yaourts et le beurre. Alors, donc, on a 3 lignes. Pour chaque ligne, par exemple, pour le lait, on a 3 produits. Pour la yaourt, on a les yaourts, par exemple, 10 produits. Pour les beurres, on a le beurre salé, le beurre de semi-salé, etc. On va dire que pour le beurre, on a 3 produits. Donc, la longueur d'une gamme, c'est la somme de tous les produits que propose cette entreprise. Alors, lorsqu'on étudie ce que c'est qu'une gamme, ça nous permet, comme j'avais dit, de voir l'importance d'une entreprise et son importance, c'est-à-dire que son importance dans l'esprit des clients. Mais pour ce faire, il y a un certain nombre aussi de sujets et d'indicateurs qu'on doit étudier. C'est que dans une gamme, on a des produits leaders, on a ce qu'on appelle les produits d'appel, les produits tactiques, les produits de remplacement et les produits régulateurs. Alors moi, à ce partie du cours, je vous demande de chercher les définitions de ces produits. C'est à vous de faire cette partie du cours. Comme ça, le jour de l'examen, je peux vous poser une telle question et vous allez avoir la réponse. Vous vous rappelez, la première séance, j'avais dit que moi, dans tous mes cours, je pose le jour de l'examen une question sur ce qu'on a discuté et sans les avoir dictées, des définitions comme ce que je viens de dire, une question sur le cours et aussi une question d'intelligence. Donc là, cette année avec, Inch'Allah, les questions, le QCM, je vais essayer de faire à peu près la même chose. Ce qui fait, vous devez faire attention aux questions que je pose. Ça fait, je crois, la 3e ou 4e séance, j'avais posé aussi une autre question. Maintenant, c'est la 2e question, c'est de donner les définitions de ces produits-là. Alors, le bas de gamme, le haut de gamme, bien sûr, cette distinction est ancienne. Tout le monde connaît la différence entre bas de gamme et haut de gamme. Bien sûr, ces concepts sont en relation avec la qualité. Le bas de gamme, ce sont des produits qui ont une qualité moindre avec un prix accessible, alors que le haut de gamme, c'est des produits avec une qualité supérieure et un prix important. Encore faut-il s'entendre, ça veut dire qu'il y a aussi un autre concept qu'on utilise aussi, c'est les produits de luxe. Alors, on a donc le bas de gamme, le moyen de gamme, le haut de gamme et les produits de luxe. On va essayer de définir chacune à part. Alors, pour le bas de gamme, donc le bas de gamme, c'est facile. Cette notion est souvent associée dans l'esprit du grand public à des premiers prix, donc à une mauvaise qualité, ce qui n'est pas toujours vrai. On a des produits bas de gamme qui sont très, très intéressants. Donc, voilà, ça veut dire que c'est des produits qui ont une qualité moindre, mais elle est accessible, avec des prix accessibles. Et c'est des produits qui sont parfois, c'est des produits, je dirais, qui proposent le meilleur rapport qualité-prix. Donc, les produits de bas de gamme, c'est intéressant. C'est intéressant pour une partie de la clientèle et parfois, même les gens qui ont un pouvoir d'achat élevé, parfois, ils choisissent des produits bas de gamme, surtout pour des produits qu'ils n'utilisent pas beaucoup. Donc là, les produits de bas de gamme, ce que vous devez savoir aujourd'hui à ce niveau, ce sont des produits qui proposent une qualité moindre avec un prix moindre, mais c'est aussi un choix qui peut être intéressant pour le producteur s'il arrive à bien, je dirais, à bien le vendre. Alors, voilà, les produits bas de gamme, pourquoi on les étudie aujourd'hui? Premièrement, on les étudie pour savoir ce que c'est que le bas de gamme. On l'étudie aussi pour se dire que les produits bas de gamme, si jamais je suis une entreprise et que je veux produire un produit bas de gamme, c'est intéressant aussi. Et pour que vous puissiez aussi savoir que les produits bas de gamme doivent avoir une stratégie marketing propre à eux. Ces produits bas de gamme posent des problèmes de marketing qui sont souvent des problèmes de communication. Pourquoi? C'est parce que ce sont des produits qui sont destinés à un large public. Donc là, la cible, elle est hétérogène.
ce qui fait on ne sait pas comment communiquer sur ces produits-là. Donc, ils posent des problèmes, je dirais, de marketing. La réalité, ils ne posent pas des graves problèmes. Pour ces produits-là, les produits bas de gamme, on fait un marketing de masse. C'est-à-dire, on ne fait jamais ou très rarement un marketing différencié pour des produits bas de gamme. La majorité des cas, pour les produits bas de gamme, on utilise le marketing de masse. Alors, bien sûr, par opposition aux produits bas de gamme, on a les produits haut de gamme. Les produits haut de gamme, c'est des produits qui proposent une qualité supérieure pour un prix aussi élevé. Sauf que lorsqu'on parle de produits haut de gamme, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre produits haut de gamme et produits de luxe. Alors, les produits de luxe sont des produits haut de gamme, mais les produits haut de gamme ne sont pas toujours des produits de luxe. Alors, les produits de luxe, au-delà du fait que ce sont des produits qui proposent un prix, c'est un prix élevé et une qualité élevée, c'est aussi des produits qui dénotent l'appartenance à une certaine classe sociale. C'est-à-dire que lorsqu'on achète ces produits, au-delà de la qualité du prix, c'est le fait d'appartenir à une certaine classe sociale. Donc là, c'est beaucoup plus une connotation sociale qu'une connotation en termes de qualité et des prix. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les produits de luxe sont nécessairement des produits haut de gamme, mais le contraire n'est pas vrai, n'est pas toujours vrai. Le marketing des produits de luxe est toujours un marketing différencié. C'est la majorité des cas un marketing one-to-one parce que ce sont des produits qui demandent, je dirais, c'est des produits qui proposent une qualité très supérieure et un prix très important. Ce qui fait pour les produire, on doit véritablement savoir savoir des informations précises sur les clients cibles. Donc là, la majorité des cas, c'est un marketing différencié et un marketing one-to-one. L'image pour ces produits, pour les produits de luxe, est très, très important. Ben oui, il est basé, les produits de luxe, leur marketing est basé sur l'image. C'est, comme j'avais dit, c'est le fait d'appartenir à une certaine classe. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire, moi, je ne peux pas acheter ces produits-là. Vous avez beaucoup entendu parler ça. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas acheter ce produit. Pourquoi vous ne pouvez pas? Si vous avez les moyens, pourquoi vous ne pouvez pas acheter ces produits? Il y a des gens qui vous disent, non, 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 je ne peux pas les acheter parce que ça ne correspond pas à ma classe sociale. Voyez? Donc là, l'image pour les produits de luxe est très, très importante. La communication, elle repose beaucoup plus sur les relations publiques. Pour les produits de luxe, on fait rarement de marketing de masse et de communication de masse. On fait une communication, je dirais, différenciée. Ça veut dire qu'on essaie de voir quels sont les moyens de communication auxquels la population cible est sensible. La population cible est sensible. Voilà. La définition des produits de luxe est nécessairement restreinte parce que c'est des produits essentiels. Par exemple, pour les voitures de luxe, on connaît quelles sont les personnes qui les achètent. Donc, pour les producteurs, ils connaissent leurs clients cibles sur les bouts des doigts. Donc, ils connaissent leurs attentes, ils connaissent leurs goûts. De ce fait, ils vont produire des biens spécifiques pour ces gens-là. Donc, la communication va se faire en fonction de chaque client. Alors, le milieu de gamme. Le milieu de gamme, c'est bien sûr la situation médium. C'est le fait de proposer des produits avec une qualité acceptable et un prix aussi acceptable. Logiquement, si je vous pose la question, on a le bas de gamme, le haut de gamme et le moyen de gamme. Quel est le meilleur positionnement? Certaines personnes vont dire c'est le moyen de gamme. Eh bien, je vais vous dire que parfois, le fait normalement d'être parmi les produits bas de gamme n'est pas toujours facile. Parce que les gens, ils peuvent faire la comparaison entre le bas de gamme et le moyen de gamme. Ils disent, tiens, la différence en qualité n'est pas très importante, mais en termes de prix, elle est importante. Ce qui fait, si c'est un produit qui n'est pas très, très important, donc si j'ai la comparaison entre le bas de gamme ou le moyen de gamme, je vais choisir le moyen de gamme. Ou parfois, pour certains produits, par exemple, pour les motos, si jamais moi je voudrais acheter une moto pour mon fils, par exemple, il y a le moyen gamme et le haut de gamme. La différence du prix est très importante, mais la différence de qualité est aussi importante. Moi, je me dis, c'est vrai que les produits haut de gamme sont chers, mais moi j'achète un produit pour quelqu'un qui met très cher. Donc, je vais faire des sacrifices et la comparaison allait beaucoup plus vers les produits haut de gamme.
Ce qui fait se positionner le moyen gamme n'est pas toujours facile. Il faut véritablement, il faut que ça soit un choix mûrement réfléchi et il faut que normalement qu'on arrive à se distinguer en termes de produits, qu'on arrive à proposer des choses, je dirais, qui justifient la différence de prix et de qualité entre le moyen gamme par rapport au moyen gamme et au haut de gamme. Pour assurer le maintien de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise, ah oui, alors là, pour terminer cette partie du cours, vous savez que les entreprises, ils ont des produits, plusieurs niveaux de cycle de vie. Et là, voilà, l'image de marque. Je vais m'arrêter un tout petit peu et après, je vais revenir. Alors, je reprends donc mon cours encore une fois. Je disais que autre information à avoir, à connaître et à savoir à ce niveau, parce qu'on est le niveau de le haut de gamme, le bas de gamme, etc., c'est ce qu'on appelle l'image, la marque et l'image de marque. Et là, on est obligé de, je dirais, de connaître ce que c'est que la marque, ce que c'est que l'image de marque. C'est quoi une marque? La marque, c'est un signe matériel qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses produits, de distinguer aussi les objets de son commerce ou des services des tiers. Ça veut dire que la marque, c'est un signe qui nous permet de nous différencier des autres. C'est par exemple, c'est pas moi là, par exemple pour la marque de voiture Mercedes. Lorsqu'on parle Mercedes, on parle de Mercedes, directement, on a notre imaginaire l'image du cercle avec les traits. Donc ça, c'est la marque Mercedes. Ce qui fait regarder la marque, c'est donc un signe matériel. Ça veut dire qu'on doit le connaître. C'est un signe matériel qui nous permet de différencier le produit d'une marque d'un autre produit. C'est le signe distinctif qui permet de différencier, bien sûr, les produits de l'entreprise des produits de ses concurrents. Alors, cette marque, elle véhicule l'image du fournisseur. Ça veut dire que parfois, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de Mercedes. Alors, lorsqu'on parle de Mercedes, c'est un produit de luxe. Donc là, je dirais, c'est la robustesse. Parfois, cette marque-là, c'est pas seulement une image, ça véhicule aussi parfois un certain nombre de valeurs. Ça peut être la robustesse, ça peut être le respect de l'environnement, ça peut être la technologie. Normalement, chaque entreprise essaie de créer une marque et de par cette marque, essaie de véhiculer un certain nombre de valeurs. C'est donc une signature, une valeur de référence, une garantie d'authenticité. Ben oui, c'est pour ça que normalement, c'est pour ça que maintenant, l'imitation est prohibée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une marque, ça nous permet de voir les gens qui nous imitent et de les arrêter. Donc là, lorsqu'on a une marque, ça permet aux autres de ne pas imiter notre produit. Ou de prendre, normalement, pas au Maroc, nous, on imite tout. Alors ça, c'est la marque. Quelles sont les raisons ou bien les fonctions que doit remplir une marque? La marque facilite l'identification et le repérage des produits. Ça veut dire que lorsqu'on voit je dirais le signe, ça nous fait référence vite fait à la marque. C'est comme lorsqu'on parle par exemple des boissons. Lorsqu'on va vers le rayon des boissons,
Déjà, la marque, par exemple, Coca-Cola, elle saute aux yeux. On sait que c'est Coca-Cola. Même sans le lire, on la connaît par les couleurs, le rouge et le noir. Donc là, la marque, elle permet aussi l'identification et le repérage des produits. La marque, à condition d'être déposée, voilà, élimine les contrefaçons et permet aux produits de se différencier. Ça veut dire que il ne suffit pas seulement de créer la marque, encore faut-il l'enregistrer et la déposer. Elle doit être, c'est pour ça qu'on appelle ça, on entend parler des marques déposées. Elle doit être déposée, enregistrée pour que chaque fois qu'il y a une autre entreprise qui crée le même produit avec la même marque, on a le droit de la poursuivre en justice. La marque véhicule donc un ensemble de sensations, d'idées, ce qui lui crée une image appelée image de marque et correspond donc à sa représentation dans l'esprit des consommateurs, d'où la nécessité d'un choix réfléchi. Ben oui, pour créer une marque, on doit pas seulement la créer dans un bureau, on doit aussi penser à, je dirais, à l'imaginaire des clients. Parce que la marque, elle vit dans l'esprit des clients. C'est vrai que c'est le producteur qui crée le produit et c'est le producteur qui travaille pour le faire vivre, mais la marque, elle vit dans l'esprit des clients. La marque est donc un actif important pour l'entreprise qui doit le gérer avec beaucoup, beaucoup de soin. Vous savez qu'il y a des grandes entreprises qui créent une marque, par exemple, haut de gamme, et parfois, ils peuvent choisir, par exemple, de produire une gamme au moyen gamme pour ne pas porter préjudice à l'image véhiculée par la première marque, il crée une autre marque. Comme ça, la première marque, c'est une marque haut de gamme et pour produire des produits moyen gamme, il crée une autre marque. Pourquoi? Parce que la marque, au-delà d'être un nom, un signe, c'est une image et cette image, elle doit avoir, je dirais, un impact dans l'esprit des clients. On ne doit pas créer un lapsus dans l'esprit des clients. Donc, on doit bien gérer l'image de marque. On passe maintenant à la section 3 qui est le cycle de vie du produit. Alors, le produit, il est comme l'être humain. Il naît et après, il meurt. Normalement, je dois vous poser une question. Donnez-moi des exemples des produits qui existaient à une certaine époque qui n'existent pas aujourd'hui. Normalement, lorsqu'il y a l'interaction avec mes étudiants, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, aujourd'hui, je parle toute seule. Alors, on identifie généralement 5 phases dans le cycle de vie. Bien sûr, la conception, le lancement, la croissance, la maturité, puis le déclin. Et on matérialise ces 5 phases par une courbe. On appelle ça la courbe de cycle de vie du produit. C'est une courbe, bien sûr, c'est une courbe qui va retracer l'évolution du chiffre d'affaires en fonction du temps. Voilà, tout produit naît, croît, puis meurt. Ceci donc est une vérité, d'où l'analogie entre le produit et l'être humain. En effet, le produit a un cycle biologique de vie, voilà. Voilà, ça c'est l'image d'une courbe de cycle de vie. Regardez, il y a une période où donc la droite elle est négative et on va voir parce que c'est une droite qui lie le temps avec la rentabilité. Donc là, il y a une partie où la rentabilité est négative, après la rentabilité commence à accroître, après il y a la phase où elle atteint le maximum et après elle décroît. On a donc un certain nombre de phases de cycle de vie. Vous allez voir que normalement dans ce tableau, on a parlé seulement de 4 phases dans le cycle de vie. Il y a une différence des auteurs. Il y a des auteurs qui disent qu'il y a 4 phases dans le cycle de vie, d'autres qui disent qu'il y a 5 phases. Alors là, pourquoi? On va le voir lorsqu'on va intégrer notre cours. Alors, la phase 1, c'est la phase de la conception du produit. Ça veut dire, c'est la phase où on commence à réfléchir sur un produit, on a une idée et on se dit, est-ce que cette idée peut correspondre à véritablement un produit qui va bien marcher? Alors, excusez-moi, mais j'ai mal à la gorge. Je vais m'arrêter ici et Inch'Allah, on va continuer la séance qui va venir après. Tiens, il y a des gens qui suivent. Si Rachid, vous voulez prendre la parole?
Oui,